Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. L'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA lance la nomenclature budgétaire de l'État, une réforme qui sera mise en œuvre à l'horizon 2017 pour permettre une bonne lisibilité du budget de l'État. Les associations et acteurs intervenant dans la collecte et la valorisation des déchets plastiques reçoivent un soutien de taille de la part de la Chine-Taïwan. Du matériel d'une valeur de 150 millions de francs CFA leur a été remis aujourd'hui. Le Mali, le Niger et le Burkina, réunis dans un projet sous-régional de lutte contre le paludisme et les maladies tropicales négligées, projet initié par l'OMS pour réduire la mortalité causée par ces pathologies. Bienvenue au journal qui commence par les audiences du Premier ministre. Yacouba Isaac Zida a reçu tour à tour aujourd'hui une délégation de l'Association marocaine des exportateurs et une délégation du service de promotion industrielle IPS. Avec le chef du gouvernement, les échanges ont porté sur le climat des affaires et les activités de ces deux associations. Reportage Kadi Sanogo. La première délégation reçue par le Premier ministre est celle de l'Association marocaine des exportateurs. Au centre des échanges, le climat des affaires entre le Burkina et le Maroc dans le domaine des exportations et des importations. Nous espérons qu'avec une collaboration étroite, financière, économique, sociale, nous pouvons aller de l'avant ensemble. Ce sera un partenariat, surtout un partenariat, donc une collaboration fructueuse dans les deux sens, pour que ce beau pays connaisse la gloire à laquelle il aspire et réellement qu'il trouve ce qu'il cherche. Nous sommes tous à la recherche de la paix, nous sommes tous à la recherche de la prospérité et nous pensons que l'Afrique, c'est vraiment le futur. Le directeur général du service de promotion industrielle Afrique de l'Ouest et sa délégation ont ensuite été reçus par le chef du gouvernement. Avec Yacouba Isaac Zida, les échanges ont également porté sur les affaires et les activités de cette société. Le Premier ministre a bien voulu nous recevoir pour nous permettre de lui parler de nos activités au Burkina, de lui parler des opportunités et des difficultés que nous rencontrons et a gentiment accepté de nous aider à résoudre certaines de ces difficultés. Que c'est les difficultés liées à la crise en général qui sont venues au Burkina, qui sont des conséquences, on va dire, normales et logiques de la crise et qui pour la plupart sont en train de se résoudre. IPS est après l'État le premier employeur du Burkina, avec la SM Sosuco, avec Faso Coton, avec Faso Plast, avec Air Burkina. Non, IPS ne va pas mal. Je pense que IPS traverse les mêmes secousses, on va dire, que toutes les autres entreprises privées installées au Burkina. Dans plus d'un mois, tous les acteurs de la vie nationale vont se pencher sur le fonctionnement de la justice au Burkina. Fin mars, il est prévu en effet les états généraux de la justice, le gouvernement, les organisations de la société civile, les hommes de droit et bien d'autres composants de la société vont faire un diagnostic du fonctionnement de la justice. Les organisations de la société civile s'y préparent déjà. Les précisions de Jacques Lamissa-Tarpaga. Dès ce mardi, les organisations de la société civile se concertent pour optimiser leur participation aux États généraux de la justice. L'indépendance de la justice, c'est le principe sacro-saint qui retient le plus l'attention. La société civile s'intéresse également à d'autres sujets liés à la justice. Nous aurons, en tant qu'OSC, à réfléchir également sur comment réhabiliter cette confiance-là entre les citoyens et la justice. Ensuite, il y a un problème d'accès à la justice et un problème de compréhension même du droit. Comment faire en sorte que désormais le citoyen lambda accède facilement à la justice sans autre considération et comprenne au mieux le droit. Des États généraux une fois de plus, mais pour le Conseil national des organisations de la société civile, le contexte actuel est différent. On dira même que c'est une rencontre de trop, parce qu'il y a eu du déjà vu en termes de fora assortis de recommandations qui n'ont jamais été mises en œuvre. Mais l'insurrection populaire que nous avons connue les 30 et 31 octobre recommande effectivement que les différentes composantes de la société burkinabé s'asseyent pour revenir, s'il le faut, sur certaines discussions qui avaient eu lieu sur la justice burkinabé, parce que c'est un pilier de la démocratie.
Donc nous pensons que c'est pertinent. Les États généraux de la justice sont prévus pour se tenir en fin mars. Il s'agit de faire un diagnostic de ce pouvoir qui, pour beaucoup, est le socle de la démocratie. Au lendemain de l'incendie qui a ravagé des boutiques dans les environs du grand marché de Ouagadougou, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat s'est rendu aujourd'hui sur le lieu du sinistre. Sur place, les commerçants continuent de rapatrier ce qui a pu être sauvé des flammes. L'incendie a fait d'importants dégâts et un blessé et on ignore toujours ses causes. Reportage Aruna Mari. Rue du grand marché de Ouagadougou. Voici ce qui reste après le passage des flammes suite à l'incendie qui s'est déclaré hier dans l'après-midi dans cet espace commercial couramment appelé marché de chaussures. Des boutiques réduites en cendres, des pneus, des chaussures et bien d'autres biens cramés. Il y a du lait, du magie, pour toutes les marchandises, c'est dedans. À l'heure actuelle, c'est très difficile d'évaluer les pertes, mais c'est largement au-delà du milliard. Tout est calciné. Ces boutiques ne seraient pas assurées. S'agissant des causes de l'incendie, voici les avis de commerçants interrogés sur place. Je dis que c'est peut-être les coupées de courant qui a provoqué ça. Tout est parti en feu. Mais nous gardons toujours espoir, car c'est la volonté de Dieu. Tout le monde est passé constater les dégâts. Nous les en remercions. En compagnie d'une délégation à la Chambre de commerce, le ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat apporte ici le réconfort du gouvernement aux victimes. J'ai été mandaté par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de venir apporter tout le soutien des membres aux sinistrés et leur demander de ne pas perdre courage. Suite à cela, si le gouvernement décide d'accompagner, mais je crois que ça va se faire certainement, d'accompagner les opérateurs économiques sinistrés, quelque chose sera fait. La police scientifique est déjà à pied d'œuvre afin de situer les causes exactes de l'incendie. Des commerçants tentent encore de sauver ce qui peut l'être. 12 ans après l'incendie du marché central, ce drame vient une fois de plus remettre sur le tapis la question de la sécurité des commerces et de façon générale celle des équipements marchands au Burkina Faso. La nomenclature budgétaire de l'État au centre d'un séminaire qui réunit à Ouagadougou des experts d'une dizaine de pays. La nomenclature budgétaire est une réforme de l'UEMOA qui devrait être mise en œuvre à l'horizon 2017. Elle permettra d'identifier les défis et assurer une bonne lisibilité du budget de l'État et son exécution. La rencontre de Ouaga va permettre de définir les contours et les difficultés liées à sa mise en œuvre. Les précisions de Moumouni Soubega. La nomenclature budgétaire de l'État, c'est cette réforme de l'UEMOA qui réunit ses acteurs de 10 pays d'Afrique. La réforme comporte des exigences et des contraintes et ses experts se donnent pour mission de les maîtriser. La nomenclature budgétaire de l'État, c'est une façon en fait de codifier les opérations budgétaires, de façon ensuite à pouvoir faire des classements selon pour la nature de la dépense, selon l'orientation, le secteur de la dépense. Et donc il y a plusieurs codifications comme ça qui permettent ensuite de faire un bon suivi du budget de l'État. Les objectifs de la nomenclature budgétaire de l'État sont en harmonie avec les réformes déjà engagées au Burkina Faso. L'ensemble de ces réformes au niveau opérationnel ne peuvent être réalité que si on a une adaptation des systèmes d'information qui va s'adosser ou qui sera préparée en lien avec, par exemple, la nouvelle nomenclature budgétaire de l'État. Parce qu'il faut dire qu'une des innovations, c'est de passer d'une approche qualifiée de budget de moyens à une approche résultat. Et dans l'approche résultat, il y a un certain nombre d'innovations qu'il faille prendre en compte. La nomenclature budgétaire de l'État devrait être effective à partir de janvier 2017. À travers ce séminaire, le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international de l'Afrique de l'Ouest, Afritac de l'Ouest, entend contribuer à la mise en œuvre de cette réforme à travers le renforcement des capacités des acteurs des pays membres.
Un forum a permis de diffuser les expériences et les acquis du programme des partenaires municipaux pour le développement. Ce programme est porté à bout de bras par l'AMBF, l'Association des municipalités du Burkina, et financé par le gouvernement canadien. Il a été expérimenté dans les communes de Banfora et Orodara. Les précisions de Maïmouna Gira et Amandine Lalsaga. La présente rencontre marque la fin de la diffusion des expériences et formations menées dans le cadre du programme des partenaires municipaux pour le développement. Le projet, porté par l'Association des municipalités du Burkina et financé par le gouvernement canadien, a été expérimenté dans 2 communes que sont Orodara et Banfora. On a travaillé beaucoup ici sur, par exemple, toute la thématique de l'agroalimentaire. On a travaillé aussi sur le développement de corridors économiques. Et on a travaillé aussi sur l'appui aux petites entreprises, aux micro-entreprises avec un fonds d'équipement. Donc ce sont des exemples d'initiatives que le projet a mis en place ici au Burkina Faso. Le couloir aussi économique est venu favoriser un peu l'échange entre toutes les communes, environ 18 communes allant d'Orodara à Banfora, mais aussi de transfrontaliers avec des communes qu'on appuie au Mali. 3 jours durant, des acquis et expériences ont été partagés entre représentants de communes de la sous-région. Nous attendons au sortir de ce forum que les différents acteurs communaux puissent en tout cas avoir les rudiments nécessaires en vue, n'est-ce pas, de développer des plans stratégiques de développement, notamment le développement économique local. Nous espérons que, comme les partenaires nous l'ont dit, le PMDE2 est à l'étude et nous espérons sincèrement qu'au regard donc, des résultats que nous avons obtenus, le partenaire donc, va accepter encore de poursuivre des nouvelles expériences avec nous. Renouvellement également souhaité par les participants au regard des résultats engrangés dans les communes bénéficiaires du projet. Allons à Banfora où le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est allé à la rencontre des acteurs de l'éducation de la région des Cascades. Samandou Koulibaly s'est imprégné des conditions de travail des enseignants et de l'administration scolaire et aussi des difficultés de mise en œuvre du continuum éducatif. Reportage Draman Kabore. Le sous-système de l'éducation de base de la région des Cascades, malgré les acquis significatifs enregistrés depuis quelques années, fait face à de nombreuses difficultés. Celles-ci touchent le préscolaire, le primaire, le post-primaire, ainsi que le non-formel. C'est pourquoi le ministre Samandou Koulibaly a tenu à rencontrer les partenaires sociaux, les ONG, les associations et responsables du système éducatif des différentes circonscriptions d'éducation de base de la région afin de s'enquérir des préoccupations et de trouver des solutions pérennes. La rencontre que nous avons eue s'inscrit dans le cadre des tournées que nous sommes en train d'effectuer dans toutes les régions du pays pour nous rendre compte de la situation réelle du système sur le terrain, de toutes les difficultés que les acteurs rencontrent, des solutions endogènes qu'ils ont déjà pu mettre en œuvre et d'échanger avec eux sur des perspectives nouvelles que nous pouvons dégager ensemble et que nous pouvons conduire ensemble. Au chapitre des préoccupations, on note entre autres des difficultés liées au fonctionnement administratif, à la vétusté du matériel informatique, au manque de moyens logistiques et au transfert des compétences du ministère des enseignements secondaires et supérieurs à celui de l'éducation nationale, a notamment relevé le directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation des Cascades. Nous avons exposé de façon très franche et directe à Monsieur le ministre les difficultés que nous rencontrons sur le terrain, c'est-à-dire dans la région des Cascades. Il s'agira essentiellement pour nous de problèmes matériels soulevés par les circonscriptions, par les directions provinciales. Au cours des échanges, les acteurs du système éducatif des Cascades ont aussi suggéré que le gouvernement revoie à la baisse les frais de scolarité au regard du faible pouvoir d'achat des familles, réalise et réhabilite les infrastructures de toute la chaîne administrative.
Les cadres du ministère de la Promotion de la Femme et du Genre se sont retrouvés vendredi dernier en Kassem. Les discussions ont porté sur l'opérationnalisation des structures du ministère, défis et perspectives. La rencontre a permis aux acteurs de la promotion de la femme de se pencher sur les activités menées et les défis à relever. Reportage Claudine Bikaba. Comme les autres ministères, celui de la promotion de la femme et du genre n'a pas dérogé à la règle. Il a tenu sa première session du conseil d'administration du secteur ministériel 2015. Une session au cours de laquelle les agents du département et les responsables de tutelle ont fait le point sur les activités de l'année passée et adopté un programme d'activité. Sur le terrain, il y a un ensemble de dispositions pratiques qui n'étaient pas mises en place. Donc je crois qu'avec l'examen du rapport d'activité 2015, cela nous permettra vraiment de recenser toutes ces choses et de voir dans quelle mesure est-ce que nous pourrons les prendre en compte et les opérationnaliser au cours de cette année. Viviane Ouedraogo juge les résultats de 2014 mitigés et dit être coincée par les contraintes de temps et des ressources financières. Cependant, elle dit aussi faire de son mieux pour relever les défis et s'est prononcée à l'occasion sur les guichets d'appui à l'entrepreneuriat féminin. L'année dernière, il y a un travail préalable qui a déjà été fait. Il y a eu une présélection de dossiers. Donc cette année, nous allons vraiment œuvrer à refiltrer ces dossiers pour que vraiment les dossiers qui seront retenus soient des dossiers fiables, des dossiers crédibles, des dossiers bancables. Et sur cette base, nous allons maintenant allouer les crédits aux bénéficiaires afin que vraiment ce soit quelque chose qui se fasse dans l'équité, dans la justice, dans la transparence, que les dossiers qui seront retenus soient les meilleurs et que ces femmes vraiment qui travaillent réellement puissent disposer de ces fonds. Ces guichets d'appui à l'entrepreneuriat féminin, elle rassure que l'opération devra commencer à la mi-avril jusqu'en fin août. Du matériel de collecte et de transformation des déchets plastiques a été remis aujourd'hui aux associations et autres acteurs intervenant dans la collecte et la valorisation des déchets plastiques d'une valeur de 150 millions de francs CFA, ce dont est le fruit du partenariat entre le gouvernement burkinabé et celui de la Chine-Taïwan. Reportage Amandine Lalsaga. Des broyeurs, des charrettes, des poubelles, des tenues de travail et des tricycles. C'est le lot de matériel de collecte et de transformation des déchets plastiques offert aux acteurs intervenant dans le domaine de l'assainissement. L'ensemble du matériel est estimé à près de 150 millions de francs CFA. Il s'agit d'un financement du budget de l'État, gestion 2014, à hauteur de 100 millions de francs CFA et de son partenaire technique et financier, la République de Chine, Taïwan. L'environnement, c'est très important pour la vie, parce qu'on ne peut pas vivre au sein des ordures. Donc, surtout pour ces sachets plastiques, ça nuit à la santé humaine, ça nuit aussi à la santé des animaux. Donc, c'est très important, il faut le collecter, il faut le recycler, parce qu'il y a aussi la valeur ajoutée à faire. Ce matériel reçu va contribuer à améliorer les conditions de travail des bénéficiaires. Nous avons beaucoup de problèmes. Les femmes vont ramasser les sachets, les déchets et entasser. Et après, c'est le vent ou c'est le feu qui prend cela. Et ça fait des recommencements. Et ce matériel, ça vient à point nommé parce que les femmes vont pouvoir ramasser les déchets et avoir un lieu pour le versement. Les sachets plastiques ont des conséquences négatives sur l'environnement et les animaux. Environ 30% du cheptel meurt chaque année au Burkina Faso à cause des déchets plastiques. Pour résoudre ce problème, la sensibilisation seule ne suffit pas, d'où la loi interdisant la production, l'importation, la commercialisation et la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables votée en 2014. Cette loi entre en vigueur le 21 février 2015. Objectif 60 000 tonnes de production maraîchère pour la région des Cascades au cours de la saison sèche 2014-2015. Pour atteindre ces prévisions, la mobilisation des producteurs dans les bas-fonds et leur encadrement s'avère déterminant. Mais le coût élevé des intrants, surtout des engrais, est un gros handicap pour ces producteurs. Le dossier est signé Seydou Tondé. Tiakoubier Siriman fait partie de ces producteurs des cascades assadonnées à la maraîchiculture. Sur ces 40 hectares de terre emblavée, on y trouve plusieurs spéculations, bananes, choux, oignons, tomates, maïs,
sont des cultures qu'ils pratiquent pendant cette période de saison sèche, et cela grâce à l'irrigation. Au regard de l'évolution des plants, il espère faire une bonne récolte au cours de la présente campagne agricole de saison sèche. Mais il a de gros soucis en ce moment. Il s'agit du prix de l'engrais qu'il trouve un peu cher. Nous demandons à l'État de continuer à nous venir en aide avec de l'engrais. Chez les commerçants, le sac d'engrais coûte 16 500 francs et qui n'est souvent pas de bonne qualité, ce qui ne nous arrange pas. Comme Siriman, ils sont nombreux ces producteurs de la région à s'adonner à la maraîchère-culture durant la saison sèche. La présence de certaines spéculations au marché de Banfora augure d'une production de près de 60 000 tonnes, selon le directeur régional en charge de l'agriculture des Cascades. Cette année 2014-2015, nous avons un certain nombre d'objectifs. D'abord des objectifs de superficie, des objectifs de production. Voilà, pour les objectifs en relation avec la superficie, il est attendu que nous puissions emblaver 3417 hectares au cours de cette saison sèche-là, en tout produit confondu. Et la production attendue est de 60 000 tonnes, c'est-à-dire toutes les catégories, toutes les spéculations de production de saison sèche confondues. Malgré les dispositions prises depuis une dizaine d'années par la direction régionale de l'agriculture pour accompagner les producteurs en intrants, la production demeure en deçà de la demande. La question de mettre à la disposition des uns des autres de l'engrais, ça c'est le travail que l'État fait avec ce qui est possible. Mais il reste entendu que il se peut que ça ne suffise pas et que les gens soient obligés d'en prendre au marché. Ce qui a un impact sur le prix des légumes dans les différents marchés de la région, le coût du transport et celui de l'engrais pourraient être à l'origine de cette situation, tente d'expliquer cette revendeuse. L'engrais coûte cher, en plus du fait que son emballage a été modifié. Avant, nous achetions de l'engrais dans ses propres emballages. Mais maintenant, nous l'achetons dans de petits sacs de ciment. C'est ce qui explique la cherté des condiments sur le marché. Souvent, nous n'arrivons même pas à obtenir notre fonds de commerce. La maraîchère-culture est pratiquée tout au long du fleuve Komoué et de la Léraba, sur près de 75 km. Les producteurs suggèrent que le gouvernement burkinabé fasse un effort dans la subvention des intrants et du matériel agricole afin qu'il puisse satisfaire la demande de la clientèle qui devient de plus en plus forte. La page santé de cette édition, 3 pays sahéliens unissent les efforts pour réduire la mortalité liée au paludisme et aux maladies tropicales négligées. Ce sera dans le cadre d'un projet sous-régional que vient de lancer à Ouagadougou l'OMS. Le Mali, le Niger et le Burkina vont mettre en œuvre une nouvelle approche de lutte, d'où les retrouvailles des acteurs de santé de ces 3 pays. Les précisions d'Estelle Judith Assorba. Le Burkina, le Mali et le Niger vont bientôt expérimenter le projet de lutte contre le paludisme saisonnier et les maladies tropicales négligées au Sahel. Un projet qui devrait permettre à ces 3 pays de vaincre ces pathologies. Mais avant de passer à sa mise en œuvre, les acteurs de la santé de ces pays et partenaires se sont donné rendez-vous à Ouagadougou pour une rencontre préparatoire. Une rencontre au cours de laquelle ils vont mettre en synergie leurs efforts dans la planification, la coordination, la recherche et l'exécution des activités innovatrices. Ce projet est une nouvelle approche que l'OMS met à la disposition de ces 3 pays. L'important de ce projet, c'est vraiment faire en sorte que le paludisme soit réduit de façon substantielle au Burkina Faso et dans les 2 autres pays, et que aussi on continue de distribuer de façon massive des médicaments contre les helminthiases, contre la dracunculose. La dracunculose, nous l'avons éradiquée, mais il va falloir qu'on continue la surveillance, mais aussi contre une autre maladie qu'on appelle la filariose lymphatique, qui sévit malheureusement encore dans nos 3 pays. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la préparation, la mise en œuvre d'un important projet qui va cibler les maladies tropicales négligées et le paludisme à travers une approche, une stratégie novatrice qu'est l'utilisation de la chimiothérapie pour rompre la transmission et pour lutter efficacement contre ces maladies. Et souhaiter véritablement que ce projet connaisse une mise en œuvre réussie. Les maladies tropicales négligées et le paludisme demeurent les problèmes de santé majeurs dans les 3 pays cités. Ils ont été choisis pour la mise en œuvre de ce projet régional en raison de la similarité de leurs problèmes et leurs expériences.
Le groupe de la Banque mondiale pour le Sahel accompagne la mise en œuvre de ce projet. La Banque mondiale avait mis à la disposition des pays sahéliens presque 1,5 million $, pour lutter contre les différents problèmes de vulnérabilité que les pays font face. Je suis vraiment content que les équipes de tous ces pays se sont réunies ici pour préparer ces projets et nous souhaitons que la préparation se fait de façon rapide pour la mise en œuvre de ce projet. C'est une expérience qui pourrait appeler à d'autres actions de ce type pour lutter contre d'autres pathologies qui touchent la sous-région. Le Burkina a célébré la Journée mondiale du malade à travers une série de manifestations qui se sont achevées samedi dernier. Placée autour du thème « Je suis les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux », une citation tirée du livre de Job, chapitre 29, verset 15. Les fidèles chrétiens ont manifesté leur solidarité avec les malades des différentes structures sanitaires de Ouagadougou. Reportage Nathalie Savadougou. Des kits composés de produits de nécessité pour les malades de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo. Par ce geste, les fidèles catholiques de l'archidiocèse de Ouagadougou manifestent leur solidarité envers les malades. Moi, je trouve que c'est encourageant d'abord même de choisir venir nous rendre visite. Ça nous motive moralement. Et on les remercie grandement. Et que Dieu les entende. Cette activité s'insère dans la semaine de prière et de solidarité avec les malades. Elle a pour thème « Je suis les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux », tiré de Job 15. La semaine de prière et de solidarité avec les malades organisée entre dans le cadre de la 23e journée mondiale du malade. La semaine a débuté le 8 février dernier avec une messe inaugurale à la cathédrale. À partir du 8 février jusqu'au 17 février, nous aurons des tournées dans les différents grands centres hospitaliers pour rendre visite aux malades, leur offrir ce que nous avons à leur offrir et surtout prier avec eux. Une messe a été dite à l'intention des malades ce samedi pour clôturer la semaine. Et Jésus s'est illustré par le fait qu'il passait en faisant le bien, en guérissant toute maladie et toute infirmité. Et donc, à notre tour, si nous emboîtons ces pas, nous ne devons pas laisser nos malades et nos pauvres dans la souffrance. La Journée mondiale des malades a été instituée par le pape Jean-Paul II en 1992 et célébrée tous les 11 février de l'année, jour anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, lieu de guérison du corps et des cœurs. Sport football, le Racing Club de Bobo-Dioulasso RCB a fait une sortie ratée samedi dernier en match aller de la 12e Coupe de la Confédération africaine de football CAF. Les Tigres de Diaradougou sont tombés face au Wari Wolves FC du Nigeria sur le score d'1-0. Retour sur cette rencontre avec nos envoyés spéciaux Salif Belem Junior, Jérôme Tiendrebeogo. Les Tigres de Diaradougou n'ont pas eu la force nécessaire pour rugir face au loup venu du Wari nigérian. Le loup a joué à cache-cache avec sa proie pour lui porter le coup de semonce à la 87e minute. Abou Aziz n'a pas laissé de chance à Mohamed Bayrou sur cette somptueuse reprise qui force l'admiration. Signé Abou Aziz à la 85e minute. 83e minute. Ce n'est pas faute d'avoir essayé du côté des Tigres, eux qui ont donné bonne impression en début de rencontre. Dès la 3e minute, Assami Sansanda joue de lenteur dans son dernier geste et permet à la défense du Wari de se ressaisir. Le plus attendu de cette formation du RCB, c'est bien Banou Diawara qui tente de se mettre en évidence sur cette frappe en pivot. Les Tigres sont plus entreprenants. Nimi Boubacar, Justice Pepra Kofi et le virevoltant Banou Diawara inquiètent Oda et sa ligne défensive sans pouvoir trouver la faille jusqu'au retour dans les vestiaires. La physionomie du match change en seconde période avec un peu de regain de vitalité des Wolves.
À la reprise de Ossadia Joseph à la 48e minute, Banou Diawara répond par une volée à la 53e. Les minutes s'écoulent et la confiance change de côté. Les meilleures tentatives sont à mettre au compte des loups qui vont chercher les tirs dans leur retranchement. Abou Aziz, entré en début de seconde période, justifie le choix de son coach sur cette action d'éclat qui donne l'avantage au Wari. Les Noirs et Blancs tentent le sursaut d'orgueil mais rien n'y fit. Les Tigres perdent la bataille de 6 à 0-1, mais pas la guerre phonique. Le fait de perdre ici est peut-être un motif aussi pour nous amener à savoir qu'on peut gagner à l'extérieur. Je pense que moi je prends ça sur ce plan et je vais aller me battre là-bas pour aussi marquer un but. Parce que dans le jeu, nous n'avons pas démérité. Une chose est cependant sûre, la bataille dans la jungle de Wari dans 2 semaines hante déjà les esprits. Décédé le 11 février dernier, Wetien Bonyunou a été inhumé ce matin au cimetière de Goungé. Le disparu s'est illustré dans la médecine, la botanique, la pharmacopée et la biologie. Une foule de parents, d'amis et de connaissances ont accompagné Wetien Bonyunou à sa dernière demeure. Reportage Abdoul Rasmane Zango. C'est allé sans retour du cercueil, des va-et-vient des pelles chargées, dernier acte funèbre, M. Wetien Bonyunou, le polyvalent, le scientifique, le chercheur, le botaniste, l'humaniste, le culturel, entre autres, est inhumé sous la terre natale libre et sacrée du Burkina Faso. C'était ce lundi matin au cimetière municipal de Goungé, devant une foule nombreuse. La maladie a eu raison de lui à 74 ans, le 11 février dernier. Il laisse derrière lui une veuve et 2 enfants, dont un à l'image. Le Burkina perd, en tout cas un des pères de la connaissance de la flore et de la faune, surtout la flore. Parce qu'il était un passionné de la nature, un défenseur de la nature, et il a prouvé toute sa vie. Jusque sur son lit de malade, si vous allez lui poser une question sur les plantes, en fait, il peut vous donner le nom dans toutes les langues et vous dire tous les usages qu'on fait de cette plante-là. Garderont de lui le souvenir d'un véritable patriote, un grand intellectuel burkinabé, un intellectuel africain, un de nos grands scientifiques qui a apporté le meilleur de lui-même pour la construction du savoir, du monde végétal, non seulement au Burkina, en Afrique et ailleurs dans le monde. Un travailleur infatigable, un passionné de la nature. La communauté des chercheurs, amis, collègues, parents, connaissances marque fortement auparavant leur présence à la morgue de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, lieu à partir duquel le cortège s'ébranle pour le CNRST, famille scientifique du disparu, qui reçoit sur fond de témoignages un hommage mérité. Une escale est faite ensuite au parc Bangrouégo, forêt qui doit également en partie sa conservation et son existence grâce à M. Bonyunou. Un dernier hommage caractérisé surtout par des honneurs militaires lui est rendu à domicile. M. Wetien Bonyunou a reçu des distinctions honorifiques allant du chevalier de l'ordre national au commandeur de l'ordre national. Il dédie plusieurs ouvrages et publications scientifiques à la postérité. Les quotidiens de ce 16 février sont revenus sur les préparatifs de la présidentielle d'octobre 2015. D'autres questions comme la lutte contre Boko Haram et l'incendie qui a ravagé des magasins dans la zone commerciale à Ouagadougou ont aussi intéressé les journaux. Touboum Evelyne Dabiré pour la revue de la presse. Les regards des quotidiens burkinabés sont tournés ce 16 février vers les sorties des différents partis politiques dans les régions, avec un accent particulier sur la création de l'Union pour un Burkina nouveau, l'UBN, le 14 février. Et voilà l'UBN du colonel Yak, s'exclame notre temps, qui souligne qu'au regard du rapport des forces, on a presque envie de dire que Yak vient allonger la liste des candidats, petit poussé, de cette présidentielle 2015. Et ce journal de s'interroger sur les intentions inavouées de ce parti. Candidature de Yacouba Ouedraogo à la présidentielle, dans la stratégie des alliances du second tour,
Les ambitions du président de ce parti sont explicitées par Aujourd'hui au Faso, qui indique que Yak veut s'installer à Kosiam. L'observateur Palgaran Chéri en affirmant Kosiam dans le viseur du colonel Yak, l'Assemblée générale constitutive de ce parti avait des allures de congrès selon le pays. Sidouaya rappelle enfin que l'essentiel est de faire en sorte que ce pays reste un pays de paix, reprenant ainsi les propos du président du nouveau parti. Toujours dans la vie des partis, le journal Le Quotidien s'est intéressé à la tentative d'incendie du siège de l'UNUR-PS et titre « Le parti de l'œuf soupçonne le CDP ». Une tentative d'incendie dont le coupable est mis à l'index par Alexandre Sankara, qui soupçonne certains dignitaires du CDP, écrit Notre Temps. Notre confrère analyse cette actualité en donnant la version du gardien des lieux, une affaire pour laquelle les autorités sont invitées à prendre leurs responsabilités afin de faire la lumière sur cette affaire, conclut Notre Temps. Autre regard sur l'actualité, c'est celui porté sur ce jour de malheur à la rue de la Chance, titre l'Observateur, pour faire cas de l'incendie à la zone commerciale. Si les raisons de ce drame restent encore inconnues, aujourd'hui au Faso, Sidouaya, Le Pays et Notre Temps estiment à une vingtaine le nombre de magasins calcinés. La lutte contre Boko Haram occupe toujours les devants de l'actualité internationale, avec enfin l'aveu d'impuissance de Goodluck Jonathan lance aujourd'hui au Faso. Une impuissance qui était un secret de Polichinelle selon notre confrère. Un aveu d'impuissance de Notre Temps reprend en relevant ceci. Goodluck Jonathan s'est finalement résolu à l'aide des Américains. Un changement de cap de ce géant au pied d'argile relève aujourd'hui au Faso. Et d'ailleurs, avait-il le choix? S'interroge ce journal qui met ce tact sous le coup de la témérité de cette secte. Boko Haram a poussé l'effronterie jusqu'à chercher à attenter à la vie du président nigérien sans qu'une riposte digne de ce nom ne puisse être opposée aux agresseurs en boubou, turban et kalachnikov. Mais une préoccupation suite à l'appel à l'aide demeure, retient aujourd'hui au Faso. Les Américains seront-ils prêts à envoyer des hommes au Nigeria? Voilà, sur cette interrogation d'Evelyne Touaboum Dabiré, édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la RTB.